Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine au théâtre. Avec mes 4 invités, nous allons tout d'abord nous intéresser aux pièces biographiques puisque aussi bien Claude Monet que Sarah Bernard, mais aussi Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, mais oui, ont les honneurs des planches cet automne. Autre tendance de la rentrée, le triomphe des auteurs classiques. Shakespeare, Goldoni, Molière, Hugo, Rostand, Pirandello sont à l'affiche de plusieurs théâtres en ce moment. Ils auraient donc encore des choses à nous dire en 2024, nous allons en débattre. Et puis en fin d'émission, bien entendu, les coups de cœur et les coups de griffe de mes 4 invités, puisque contrairement aux cochons, dans le théâtre, tout n'est pas forcément bon. Bonjour Nathalie Simon, vous êtes grand reporter au service culture du Figaro, vous vous occupez notamment du théâtre, vous avez publié une très belle enquête ce lundi sur les nouvelles salles de théâtre qui ouvrent à Paris et en Ile-de-France, à Saint-Cloud notamment avec Stéphanie Bataille. C'est une bonne nouvelle, même si ces salles s'adaptent un petit peu à l'offre. Et puis vous publiez dans quelques semaines une biographie avec l'assentiment et l'aide de son sujet lui-même, à savoir Pierre Arditi, né pour jouer aux éditions Robert Laffont. Vous reviendrez bien sûr nous en parler, puisque vous savez qu'on adore Pierre Arditi ici. Bonsoir Bernard Babkin, vous êtes monsieur culture de Madame Figaro, vous occupez de tout, d'opéra, de théâtre, de cinéma, de littérature, de danse. Bonsoir Marin de Viry, vous êtes plus modeste dans vos ambitions. Vous occupez un peu de théâtre, puis un petit peu de littérature quand même au Figaro Magazine, mais aussi à la Revue des Deux Mondes, et puis vous publiez des livres. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas lu d'ailleurs. Vous avez un livre en chantier peut-être ? Ça recommence. Ouais, avec un titre. Le continent masculin, je n'ose à peine vous le dire. C'est merveilleux. Dominique va se jeter dessus. Oui, Dominique Poncet, vous êtes chroniqueuse Lire Magazine, chroniqueuse théâtre et cinéma aussi. Ça tombe bien tous les 4, puisque nous allons commencer à parler de ces pièces biographiques dans lesquelles on retrouve parfois des acteurs de théâtre et de cinéma. Par exemple, Dans les yeux de Monet, qui se donne au Théâtre de la Madeleine avec Clovis Cornillac, que désormais tout le monde connaît, parce qu'il est à l'affiche d'un petit truc en plus, et c'est 10,5 millions d'entrées. Déjà, il a eu un grand succès avec Brice de Nice il y a quelques années, mais c'est aussi, n'est-ce pas, un très bon comédien de théâtre Nathalie Simon, vous confirmez ? Il avait, la dernière fois, il revient après 10 ans d'absence. La dernière fois, c'était dans La Contrebasse. Donc, il succédait à Jacques Villeray, la pièce de Patrick Suskind. Ouais. Et il était déjà excellent, seul sur scène. Là, il est avec Maude Becker, qu'on voit là, qui est très jolie, très charmante, qui apporte un rayon de soleil dans la pièce. Qui n'est pas vraiment une pièce biographique, alors, en fait. c'est plus un moment de la vie du peintre impressionniste. Donc, ça se passe en 1892, à Rouen. Le marchand Durand-Ruel, joué par Éric Pratt, l'installe dans un atelier situé au-dessus d'une lingerie. Et la jeune fille se présente comme étant un modèle qui vient essayer d'écorcer pendant qu'il travaille. Sauf qu'il n'a pas envie de travailler, il est malheureux, il a perdu sa femme 13 ans auparavant, ses enfants ne vivent plus avec lui et il a une panne d'inspiration. Il se pose beaucoup de questions et il doute. Et franchement, Clovis Cornillac s'impose en plus dans un vieux vêtement taché, la blouse du peintre. Il impose une présence et une profondeur dans ce personnage qui est épatante. Et alors, chapeau à la personne qui, je n'ai pas son nom en tête, mais qui règle les lumières, car on voit la série de la cathédrale de Rouen, ouais. Donc sur scène, on la voit apparaître sous nos yeux, et c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est cette série de, je crois qu'il y a une vingtaine il y a une vingtaine de cathédrales qu'il a hein. peintes sous des lumières différentes, et c'est magnifique parce qu'on les revoit, on est comme dans une exposition presque, hein. On est très étonnés. D'ailleurs impossible parce qu'ils sont dispersés dans tous les musées du monde, voilà. Y compris au musée de Belgrade, c'est dire. Pour les faire venir tous ensemble, je pense que c'est une mission impossible. Ah oui, mais là on y est. Et puis, tout est bien dans cette pièce. Franchement, moi aussi, j'ai été pas étonné par Cornillac, parce qu'on sait quand même quel acteur il est. Il a débuté au théâtre. Hein. Très bien, d'ailleurs, à Nanterre, je ne me souviens plus dans quoi, mais je sais qu'il était... avec sa mère. Et avec sa maman, voilà. Voilà. Et puis, il est toujours tout entier dans ses rôles. C'est ça qui est bien. Il les joue avec intelligence, mais quand même dans un premier degré d'émotion qui fait qu'on est fasciné par son jeu.
c'est peut-être pas l'acteur, enfin, il n'y a pas de malice en lui. Il ne dit pas regardez comme je joue. Non, il est tout entier dedans. Et forcément, il nous tire pas des larmes parce que là, la pièce ne veut pas ça. Mais en tout cas, on est quand même assez subjugué. Quant à la jeune fille, la comédienne qui est en face de lui, elle est magnifique. Dans ses corsets sublimes, elle est très belle. Elle a joué, elle a été sur TF1 dans la série Demain nous appartient, mais elle a joué aussi pour Alexis Michalik dans le Cercle des illusionnistes, et dans son film aussi Edmond, adapté de la pièce qu'il avait faite. Et je voulais dire aussi que c'était superbement mise en scène par Tristan Petit-Girard. Ah oui. Voilà, ce qui fait qu'on voit la pièce, j'allais dire comme un rêve. Voilà. Et il y a une surprise. En même temps, c'est une réflexion sur la peinture. Comment vient l'inspiration, comment elle ne vient pas, comment voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais. Une pièce, Bernard Babkit, écrite par Cyril Gély, à qui on doit ce formidable diplomatie. Oui, c'est vrai. Il y a longtemps maintenant, avec Nils Arestrup et André Dussolier. Oui, Dussolier. C'est écrit avec beaucoup de finesse. Alors il y a une petite histoire au milieu qu'on dévoile pas. C'est vrai que Monet, enfin Clovis Cornillac, il a l'œil vif quand même, on sent toute la souffrance de quelqu'un qui n'arrive plus à créer. C'est assez, ça c'est émouvant quand même, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il n'arrive plus, il perd la vue, il n'arrive plus à créer, la vie n'a plus de couleurs pour lui. Et l'arrivée de cette jeune fille lui redonne des couleurs à sa vie et puis à ses toiles. Il n'est pas si âgé, il a une cinquantaine d'années à ce moment-là. Oui, mais bon, à cette époque-là, il va vivre encore plus jeune aussi. Hein, mais... il va vivre encore... Les Nymphéas, avant la oui, série c'était avant les Nymphéas, oui. Et puis alors, c'est prodigieux parce que le décor, vraiment, qui s'anime, on le voit peindre, et il y a ces tableaux qui s'animent sur le décor, sur ce grenier, un petit peu comme ça, un petit peu pauvre. Non, c'est magnifique, vraiment. Pour justifier qu'on en parle avec cette thématique, il ne parle pas que de ce moment de sa vie. La pièce évoque aussi d'autres moments de la vie de Monet. Non, c'est ce moment-là. Un moment très privilégié, mais c'est un grand moment pour lui, hein, parce qu'il faut peindre toutes ces façades, enfin, et puis ses relations aussi avec l'amour. Il a perdu le goût de la peinture et il recherche l'amour. Est-ce qu'il trouvera tout? Je ne crois pas qu'il cherche l'amour. Il cherche l'amour. Il recherche la création, enfin, il recherche l'inspiration. Oui, mais enfin, parce que c'est l'amour qu'il retrouvera. Voilà. Oui, mais grâce à l'amour, enfin, ce qu'on nous propose comme idée. L'amour rend tout possible. Non, on ne dévoile rien. Non. Parce que sa femme était son modèle, Camille, et il l'a adorée. Et il ne s'est jamais remis de sa mort. C'est ça, voilà, dont on parle. Il s'est quand même remis, puisqu'elle a épousé la modèle suivante, qui était la femme de son meilleur ami. Donc, Mais à l'époque, il faut dire quand même que Éric Pratt, dans le rôle, est formidable aussi, dans le rôle du marchand, qui lui, quand même, est au bord de la faillite, et donc il faut il faut peindre, hein, lui, il veut vendre, et il y a un rapport de force et d'amitié, et ça, c'est très, très, très bien vu. Pratt, il a une bonhomie autoritaire, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est vrai, il est assez bonhomme, et en même temps, il a de la poigne. Il n'y a pas d'autoritarisme. Hein. Non, on a bien entendu autoritaire. Et ça donne envie d'aller voir les toiles, les vraies. Dans le genre autoritaire, il y en a une qui se pose là aussi, c'est Sarah Bernard. Là, c'est vraiment une pièce biographique, puisque c'est de son enfance jusqu'à ses derniers jours, dont on raconte sa vie dans une pièce qui se trouve au théâtre du Palais Royal. Je vous propose de regarder la bande-annonce de cette pièce, et puis on en parle après, parce que je crois que vous avez tous beaucoup aimé cette pièce. Oui. Moi, je veux être libre. Tu ne seras jamais libre. C'est l'argent qui rend libre, et ce sont les hommes qui ont l'argent. Alors je veux gagner beaucoup d'argent pour être libre comme un homme. Sarah Bernard. Victor Hugo est rentré d'exil et il m'a choisi pour jouer la reine dans Ruy Blas. Vous avez une voix d'or. Je rêve de vous faire tourner aux États-Unis des Amériques. Ça devient des grosses productions, tes mises en scène de déjeuner, ça... J'ai pas le temps de partir en vacances. Elle était devenue un mythe. Pierre, ça vous pose un souci d'être dirigé par une femme ?
L'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt au théâtre du Palais Royal de Géraldine Martineau, avec une comédienne assez extraordinaire. Mais elle est incroyable, cette comédienne. Elle s'appelle, je vous dis toujours, Estelle Meyer, merci. Elle ne ressemble, quand on la voit, comme je vous vois, on se dit, mais elle ne va pas pouvoir le jouer. Elle vous n'a dites rien. ça de moi quand vous me regardez? Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais je dis, quand on la voit sur une affiche, on se dit, elle ne peut pas jouer ce rôle. Surtout qu'elle commence à 5 ans. Oui. Oui. Donc. Oui. Et qu'elle termine à la fin de sa vie, quoi. Et elle arrive sur scène, cette comédienne, elle est ronde, elle est grande, elle est plutôt forte, elle n'est pas extraordinairement jolie, elle est et elle n'a pas le timbre de voix du tout. Et dès qu'elle bouge, dès qu'elle commence, elle est Sarah Bernhardt. Non, mais il faut dire aussi, c'est une chanteuse. Hein. Au départ, elle a fait des études de chant, c'est une chanteuse. Elle écrit, il y a des chansons dans la pièce, hein. Des chansons qu'elle a écrites elle-même. Elle a un timbre de voix très particulier, mais très 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 agréable, une espèce de voix un petit peu rauque, un peu cassée. Mais c'est très émouvant et c'est une très 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 bonne chanteuse. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas de voix. Elle a une très belle voix de chanteuse. Et là, c'est vrai que là, à partir de, elle joue la petite fille, l'ado, à la Comédie Française, elle se fait foutre dehors. C'est une femme libre. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la pièce, c'est qu'ils ont développé pas mal l'idée de la famille. Parce que moi, je me souvenais mal que sa sœur était aussi actrice, que sa mère, quand même, voulait vendre ses filles. Parce que sa mère, elle couchait un petit peu avec tout le monde, et voilà, avec le père de Sarah Bernhardt. Et ça, c'est intéressant, cette vision-là. Puis après, il y a beaucoup de documents d'époque. On voit son enterrement, on voit la tournée aux États-Unis, c'est prodigieux, la tournée aux États-Unis dans les cirques avec Barnum, tout ça. Enfin, tout ça, c'est une pièce. Et alors vraiment, elle mène la ronde, elle mène la pièce magnifiquement. Hein. Et tous les acteurs sont bons aussi. C'est une histoire de troupe aussi. Et elle a une grâce quand elle bouge. Elle lève un bras et on dirait une danseuse. Enfin, elle est incroyable, cette comédienne. Moi, j'ai eu un peu de mal avec elle, mais plus la pièce avançait, et je trouve que meilleure elle y était, et plus on y croyait. Tout début, parce qu'en plus, Sarah Bernhardt, elle était maigrichonne. Oui, c'est ce que je dis, c'est pour ça. Ouais. Quand on la voit comme ça en photo, on se dit c'est pas possible. Mais moi, j'ai oublié tout de suite. Géraldine Martineau, c'est elle qui avait fait, je ne me trompe pas, La Reine des Neiges. La Dame de Mer aussi, de Ibsen. Voilà, plutôt La Dame de Mer. Ah, j'avais pas vu ça. C'est une metteuse en scène extraordinaire. Et qui d'ailleurs, un point commun avec Sarah Bernhardt, c'est qu'elle est entrée à l'Académie française, elle en est ressortie aussi. Oui, exactement. Comme Sarah Bernhardt, puisqu'il y a un long passage sur ces rapports tumultueux, c'est le moins qu'on puisse dire, de Sarah Bernhardt avec la Comédie Française. Des rapports tumultueux avec le monde entier, hein, parce que on le voit bien là, elle dit je veux être libre, tellement libre qu'elle dit merde. Homme, elle a dit. Alors ça c'est intéressant parce que c'est aussi une pièce dont on voit bien qu'elle est là aussi pour tenir un discours féministe. Et patriotique. Oui. Ah si, patriotique. Elle a fait des choses quand même pendant la guerre. Elle a été gentille avec. La guerre, c'est en 1914. Et ça, je ne le savais pas, par exemple, vous voyez. Elle a 70 ans, mais c'est bien d'aller au théâtre. Avant, elle s'est imposée dans un milieu d'hommes. Oui. C'est ce qu'on. Et on voit bien aussi les rapports avec son fils, parce qu'on oublie qu'elle a eu un fils qui est quand même une sorte de benet, quand même, hein, une sorte de crétin, qui passe son temps à dépenser les sous de sa mère, parce que c'est un gros joueur. Et donc, c'est assez. On l'imagine. Enfin, moi, j'avais pas souvenir de Sarah Bernhardt mère. Et là, on voit ça aussi. Pas fille-mère, mais les filles par rapport à sa mère, et avec ce fils-là comme ça, tout ça, c'est passionnant. Vraiment, ça traverse une époque. En plus. Oui, et puis on la voit jouer aussi, différents auteurs. Enfin, c'est quand même un biopic, si j'ose dire, une pièce biographique complète. On est au théâtre, en même temps on est au music hall, puisqu'elle chante, on est dans son intimité, puisqu'on la voit avec sa maman et son fils. Enfin, c'est une pièce que... moi, je suis sortie de là, j'étais... Et on la voit gagner beaucoup d'argent aussi, hein, parce que le théâtre de la ville, enfin le théâtre Sarah Bernhardt, elle fait des tournées, elle est très exigeante sur l'argent, donc on voit c'est une femme d'affaires. Aujourd'hui, elle aurait des millions de followers. C'est la première star mondiale, parce qu'elle faisait de la publicité aussi. C'est peut-être ce qui manque dans la pièce, c'est ça, et puis son rapport aux journalistes, puisqu'elle faisait ses interviews dans son cercueil avec ses animaux, avec ses singes. On la voit avec son alligator. Mais on ne la voit pas beaucoup faire des interviews, elle se mettait en scène elle-même pendant les interviews.
Qu'on voit plus d'ailleurs dans le film Dans que le je vous film. conseille beaucoup, qui sortira en décembre avec Sandrine Kiberlin, qui s'appelle La Divine. L'année dernière, il y avait une grande expo au Petit au Palais, Petit Palais, je Oui, crois. Petit Palais. Puisque c'était le centenaire de sa mort. Cette année, c'est les 180 ans, quelque chose comme ça, de sa naissance. Donc Sarah Bernard nous occupe. Autre pièce, alors vraiment biographique, La vie et la mort de Jacques Chirac au théâtre du Petit Saint-Martin. C'est pas tout à fait la même destinée que Sarah Bernard et Claude Monet. Moi, c'était- Bernard, vous l'avez vu? Bernard, Ah bon, j'ai Ouais. vu, oui. Vous avez vu Giscard Moi, j'ai d'Estaing, Ah oui. Nathalie. Ah oui, parce qu'il faut moi, dire j'ai que pas vu Giscard. Nathalie est plus giscardienne que Chirac. Non, mais je sais même pas où ça vient. Vous l'avez pas Théâtre vu du à Petit Paris Saint-Martin, mais Oui. c'est la même troupe. C'est la même troupe. Voilà. Giscard Ah non, était en tournée, est en tournée, donc moi j'ai Voilà. pas vu Giscard. Et Pas d'accordéon. j'ai vu Chirac qui est installé au Petit Saint-Martin. Il faut dire que c'est la même compagnie, enfin les mêmes. Léo Cohen-Paperman qui a conçu. Voilà, c'est un concept qui Ils ont s'appelle raison. Huit rois. Ouais. Oui, ils vont nous raconter toute la Ve République et tous les huit présidents. présidents. Tous les présidents de la Oui. Ve République. Et ils nous ont annoncé à la fin de Chirac qu'ils allaient rassembler, ça va être incroyable, pendant 12 heures, ils vont rassembler toutes les pièces et on aura un spectacle de 12 heures avec tous les présidents de la République. Et c'est pas par On a ordre les souliers de satin qu'on chronologique, hein. mérite. Oui, Parce qu'on on a n'a pas chacun de son Gaulle soulier. encore. Ah bah oui. Ils n'ont pas commencé par de Gaulle. Donc Chirac, en deux mots. Chirac, en Bien, deux mots, ouais. c'est Vous avez très... aimé Oui, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très plaisant. Je ne savais pas qu'il faisait autant participer le public, Oui. c'est-à-dire moi. Ah oui, c'est tombé sur vous. Oui. Il y a 3 personnes dans le public. Il y a 3 personnes dans le public. La première, il demande qui est né avant 1959. Il n'y a que moi. Bah, c'est bien. C'est un public de jeunes pour une fois au Eh ben, théâtre. hein. le soir où j'y suis allée, il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Eh ben oui, mais moi je suis tombé sur une soirée de jeunes. Voilà. Et donc j'étais le plus vieux. Et donc j'ai beaucoup participé parce qu'ils nous demandent des trucs quand même. hein. Et ça c'est très très bien fait parce que c'est pas Oui, parce agréable qu'ils improvisent quelquefois par de rapport à ce que vous faites, votre métier, vos activités, le lieu où vous habitez. C'est ça qui Oui, est par assez exemple, remarquable. un moment, Et il le Chirac lit à Jacques Chirac. dit j'ai 22 ans, donc il imite Chirac, c'est ce que je vais pas faire. Il a les cheveux bien gominés en arrière, et là il dit et alors toi Bernard, à 22 ans, qu'est-ce que tu faisais? Et voilà, et bon, et c'est bien fait, c'est ça démontre. Ah, et il nous demande aussi de mettre un mot qui caractérise Vous aimez Chirac. quoi, alors Moi j'ai mis Bernadette. Et après ils improvisent sur le mot. Il a été léger quand même sur Bernadette, Moi, hein, quand parce j'ai que scellé, c'était mensonge, le pauvre. du coup, moi il y a eu on était Bernadette et reparti pour 1 heure Pomme. et demie Moi, j'ai de eu théâtre. Bernadette, Pomme, et le troisième, j'ai oublié. Vous voyez, Mais donc- c'est un spectacle très... C'est politique quand même en même Bien sûr, temps. On voit un très personnage... Oui, on le voit et il est discuter souvent avec Pierre son Juillet, chauffeur. on le voit avec son chauffeur. Avec son chauffeur qui connaît des tas de choses sur lui. Et ça raconte quand même là aussi une époque parce que voilà... Et c'est pas géographique, c'est à charge et à décharge. Exactement. Oui. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de loufoquerie, et très bien documenté. Il a dû lire beaucoup dû quelques travailler livres. son Et moi, j'ai sujet. un spectateur qui est venu à la fin me dire c'était pas assez à charge. Il a été déçu. Oh ben Comme quand quoi. même, la deuxième partie, pas à charge, il n'y a que Oui, ça. la fin est très... Giscard, vous Giscard, l'aviez vu? c'est pas, Ouais, c'est pas le même... c'est pas toute sa vie. principe. Ouais. C'est une soirée de Giscard d'Estaing et Ah oui. Anémone chez des Français, une famille de Français moyens, pour dire les choses. Voilà, allaient qui dîner passent chez les gens. Voilà, Il à avait dîner. lancé la mode. Et il débarque avec le chauffeur, je sais plus, c'était une déesse. Enfin, bon. Et c'est très satirique et très à charge là, mais comme bienveillant et Et il y a Anémone plein aussi. d'humour. Oui, oui, ils sont Ah oui. tous les deux. Et tel qu'on les imagine, collés montés avec l'accent de droite, voilà, très cher. Regardez, Oui, Nathalie, elle n'hésite pas à imiter Giscard. Ah oui, non. Il n'osait pas imiter Chirac. et ça fait pas du tout participer le public, c'est juste Ouais, donc la soirée. ils ont changé. Voilà. Très bien, le Monet, Oui. Sarah Bernard, Chirac, Giscard, en attendant les autres. On va revenir à des choses plus classiques, notamment avec vous, cher Marin de Viry, puisque en cette rentrée, il y a énormément de classiques. Alors vous allez me dire tout le temps, mais est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en lamenter en disant que décidément, il n'y a plus de création? Le fait est que quand vous voyez par exemple les pièces de Goldoni, à quoi bon écrire de nouvelles pièces, n'est-ce pas Marin? Oui, il y a une séquence Goldoni, là il y en a deux en même Ouais. temps, hein. La veuve rusée et le... Ça va Amorosa. Et oui, absolument, la servante amoureuse, qui sont... Alors, c'est intéressant parce que du point de vue de l'interprétation féminine du rôle principal, je pense que ce sont les deux extrêmes. C'est-à-dire Ah que d'un côté, vous avez Isabelle Carré, donc dans La Serva Amorosa, qui pratiquement
typiquement tire la mise en scène et l'interprétation vers du Bertolt Brecht, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une pièce extrêmement engagée, voilà, mère courage, sociale, etc., et que la salle est appelée à participer d'une certaine façon aux souffrances, aux espoirs, etc., d'une servante qui, d'une certaine façon, incarne un certain progressisme de l'époque. Et puis de l'autre côté, on a Caterina Murino, merci, parce que je me trompe toujours entre Muroni. Donc Caterina Murino, qui alors, elle, est très près du texte, dans une mise en scène qui reste purement 18e. Mais très confortable. Très plate, la mise en scène. Moi, je l'ai trouvé remarquablement bien, dans le genre qui n'interpelle pas le lecteur. C'est qu'on a vraiment les deux. C'est-à-dire, on a vraiment... Oui, j'ai dit le lecteur. Le spectateur non plus, d'ailleurs. Aussi le lecteur. Le lecteur aussi, oui. L'auditeur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, le spectateur reste spectateur, entièrement spectateur dans celle-là, tandis que avec Isabelle Carré, on est plus... la pièce avec Isabelle Carré, elle est plus féministe. Il y a un vrai fond. Voilà. Tandis que La Veuve rusée, c'est une veuve riche qui veut épouser un autre homme. Enfin, voilà, elle ne veut plus être veuve. Et ce serait Isabelle Carré à la place de Caterina Murino elle tournerait ça complètement autrement. Elle tournerait ça en même temps, c'est Catherine Niégel qui met en scène Serva Amorosa et elle tire justement volontairement oui, bien sûr. sur ligne. C'est deux modalités, si je peux dire, de regarder Goldoni qui sont totalement différentes. D'un côté, on a, parce que c'est vraiment Goldoni, c'est le 18e, quoi. Et donc, d'un côté, on a un 18e qui tire vers le 19e, le 19e, et puis de l'autre côté, on a un 18e qui vient plutôt du 17e. C'est-à-dire, qui est plus du côté de la comédie molièresque, et puis l'autre qui est plus presque déjà dans le romantisme. Et dans les problématiques hugoliennes, c'est ça. C'est deux manières de voir. Non, mais c'est vrai, c'est deux manières de voir Goldoni. Mais dans les deux cas, c'est extrêmement plaisant. Oui, et La Veuve rusée, l'avantage. Enfin, moi, je ne connaissais pas cette pièce. Ce qui est quand même assez drôle, c'est le regard de Goldoni sur les étrangers. Parce que cette veuve, elle a 4 prétendants, un Italien, un Espagnol, un Français et un Anglais. Et ils ont tous une façon différente de draguer. Et qui elle va choisir? Vous aurez la surprise. Mais on sent qu'il n'aime pas trop les étrangers, quand même. La surprise est un peu émoussée. Oui, mais enfin, il est venu se réfugier en France, quand même. Hein, donc, il n'est pas très content toujours en Italie. Aux États-Unis. À Venise. Je trouve que dans la pièce, les femmes ont aussi le beau rôle par rapport aux hommes. C'est Caterina Murino, c'est elle qui choisit, qui décide et qui mène la danse. Elle a les sous aussi. Et puis sa servante jouée très bien d'ailleurs par Sarah Biasini. La fille de Romy Schneider, la seconde, bien dans ses intentions, directives, j'allais dire. Voilà. Elle joue une Française, d'ailleurs, la qui servante. mène le jeu. Comment ? Elle joue une Française, la servante est française. La servante. Mais les costumes sont magnifiques. Oui, ça froufoute bien, c'est très joli, les costumes. Le décor est très beau, les lumières. Moi, je trouvais que c'était très élégant. C'est vrai. Mais dans La Veuve rusée, les 4 nationalités présentées, donc l'italienne, l'espagnole, l'anglaise et la française, c'est extraordinaire parce que les types nationaux sont exactement les mêmes que ceux qui existent aujourd'hui. Le français est frivole, il court derrière sa libido, il raconte n'importe quoi, il embobine, etc. L'anglais est à la fois taiseux, libéral et un peu nihiliste. L'italien est perdu de passion, incontrôlé, incontrôlable, etc. Et puis l'espagnol, c'est le matador. Il est perché. Il n'y a que la noblesse qui l'intéresse, lui. Alors, il compte ses quartiers de noblesse à longueur de... C'est un personnage du 18e. Dans Voltaire, le baron Tonnetronck, qui passe sa vie à compter ses quartiers de noblesse, c'est la même chose. En fait, il y a une moquerie une moquerie sociale extraordinaire là-dedans. Voilà, et des archétypes, mais c'est très amusant de les voir fonctionner. Donc La Veuve rusée, c'est au Théâtre des Bouffes parisiens, la Serva Amorosa, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans la grande salle, puisque dans la petite, nous avons Chirac. Vous avez évoqué Molière, on a plein de Molière encore en cet automne, cher Dominique. Est-ce que j'en ai vu d'autres, moi Oh mon Dieu, mais bien sûr, Le Malade imaginaire. Tu as vu Le Malade imaginaire. Mon Dieu, que j'ai vu hier. C'est pour ça. C'est trop frais. Ça m'a perturbée. Écoutez, parce que je l'ai pas beaucoup aimé, ce Malade imaginaire-là. Et Vous avez le droit. Une petite parenthèse, parce que si un jour vous avez l'occasion d'aller voir un spectacle avec Dominique, n'hésitez pas. Parce que pour le prix d'un spectacle, vous en avez 2. C'est le Théâtre de Suresnes, donc moyennement aimé.
Oui, parce que il est contemporain, vous avez bien compris. Hein. Il y a du rap. Ah. Il y a des chansons en rap. Alors, moi, je veux bien le rap. Hein. Je ne suis pas rétro, je m'en fiche. Mais ce qui m'a gêné, ce sont les paroles. Parce que moi, je veux bien du rap, mais qui se réfère quand même à la pièce. Or là, rien du tout. Et alors, le niveau des paroles, c'est quand même « Je t'aime à l'ammoniaque sur le périphérique ». Je ne comprends pas bien ce que ça vient faire dans le malade imaginaire. Ça, c'est la première chose qui m'a gênée. La deuxième, si je peux me permettre, c'est que j'ai trouvé ce spectacle, j'ai trouvé que lui était extrêmement violent, très méchant. Or, non. Molière a écrit une comédie-ballet. Comédie. Très sombre quand même. C'est caustique, c'est critique, c'est sombre, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas violent. C'est pas violent. Il n'y a pas de violence. C'est peut-être en ça que moi, je l'ai trouvé violent. Molière a encore des choses à nous dire. Aujourd'hui, c'est-à-dire il faut l'adapter à notre époque contemporaine et faire des échos. Oui, mais parce que là, il y a alors ils se font des doigts d'honneur. Enfin, ça apporte quoi? Il y a des doigts d'honneur. C'est assez vulgaire quand même. Oui, mais le doigt d'honneur, c'est bon. Bah, écoutez, on va se parler comme ça. Voilà. Comme le texte. Ah non, mais magnifiquement bien. Moi, je me dis si des on jeunes, l'entend bien parce qu'ils sont microtés. Spectateurs découvrent le théâtre comme ça, je pense qu'ils vont être emballés. Alors c'est Tigran Megatérion, j'espère que je corche pas son nom. C'est lui qui a adapté, qui joue, qui met en scène. Moi, je il a monté tout un cycle Molière. Il a monté quatre spectacles de Molière. Là, il a dit qu'il allait s'arrêter, mais il les revisite quand même bien, d'une façon très contemporaine. Et là, ce malade-là, on comprend très bien qu'il soit très nerveux parce qu'il passe son temps à bouffer des pilules. Parce que évidemment, dans Molière, c'est des clistères, c'est des lavements, choses comme ça se fait plus du tout aujourd'hui. Mais lui, il a remplacé ça par... Bon, il prend un peu de cocaïne aussi, se shoot, bon voilà. Mais moi, ça m'a fait penser quand même à tous ces gens qui ont souffert des opiacés, par exemple. Et là, il symbolise bien ça. Il est malade de ça. L'avare de la tempête est aussi tiré vers le contemporain. Mais ça n'a rien à voir. Oui, alors là, la pièce, aussi. Et là, il y a une petite astuce de mise en scène qui est assez drôle. Parce qu'on va à la tempête, on nous demande d'apporter un vêtement neuf ou usagé, ou ce qu'on veut, ou plein, ou un vase, un vieux vase, un livre, etc. Et on donne ça à l'entrée. Et sur la scène, il y a des petits ateliers de confection, de costumes. Tous les acteurs sont pas nus, mais ils sont en slip. Et donc, avec ce qu'on leur apporte, ils vont pouvoir s'habiller, ils vont pouvoir se déguiser, faire des perruques, et tout ça est à vue. Ils jouent au milieu des objets aussi, ils déplacent les objets. On construit les décors en même temps, enfin tout ça est à vue. Et donc ça le rend le spectacle vraiment, vraiment fort. Et tout ce qu'on a apporté et qui n'est pas utile part dans une association, dans le 11e arrondissement. Voilà. Et là, c'est vraiment l'esprit de troupe. Hein. On retrouve une troupe menée par le Lavare. Là, Arnold, là, il est formidable. L'acteur, mais formidable. Hein. Il emmène le truc. Tout le monde dans des jeux très différents, et en plus, qui le rend assez moderne. Parce que là aussi, on entend bien le texte, mais ils ont tiré un petit peu sur la sensualité, le sexe, un petit peu. Enfin, et donc ça, c'est assez contemporain. Ça, c'est très contemporain aussi. Maren Viry, vous qui êtes un abonné au Théâtre de Poche-Montparnasse, il y a beaucoup de pièces dites d'auteurs classiques au Poche-Montparnasse, pas forcément une mise en scène ultra contemporaine, comme si les textes quand même, et un peu de mise en scène et d'interprétation se suffisaient à eux-mêmes. La programmation de ce théâtre qui est petit, donc c'est très souvent des sols en scène ou du bois. Et évidemment, c'est l'endroit idéal pour faire parler un écrivain, par exemple. Et donc, tout ce qu'on a vu là récemment, le spectacle Pirandello, absolument, qui était vraiment formidable, parce qu'en plus, l'acteur réinterprète, l'acteur intériorise vraiment, je veux dire, le personnage même de Pirandello. Il y a également tout ce qui était Chateaubriand, était aussi remarquable, magnifique. Hein. Il y a le menteur aussi, oui, le menteur de Corneille. Très, très bien. Oui, tout à fait. Et l'homme qui rit de Victor Hugo, qui est donc dans Victor Hugo un peu le pendant de 1793, c'est-à-dire que c'est la critique de la monarchie après la critique de la Révolution, si je puis dire, qui est un texte absolument fantastique, très très bien dit aussi. Bon, voilà, donc c'est vrai que ces textes-là sont des textes normalement lus et non pas dits, pour la plupart.
Mais enfin, pour ceux qui sont à la fois amateurs de littérature et amateurs de théâtre, c'est un entre-deux, une sorte d'ambigu qui fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, moi, je le fais. Par exemple, l'usage du monde aussi que j'ai vu récemment, ça marche aussi, de Nicolas Bouvier, ça marche aussi formidablement bien au théâtre. Le Samuel Labarthe aussi, Samuel Labarthe, Labarthe. oui, absolument. Voilà. Donc, Mais le théâtre de poche est un intéressant. endroit magique. Je trouve Oui. qu'on pourrait y aller tous les jours. Ça change tout le temps de programme. Et, Il y a une il y a la- effervescence dans ce Alors, lieu. Il y a la tempête de Shakespeare en ce Oui. moment. d'ailleurs. Les gens Ouais. se parlent. Bon. Ouais. Oui, la tempête de Shakespeare. Voilà, Shakespeare, nouvelle adaptation. Voilà, des acteurs. Les acteurs, les scènes sont petites, la scène est petite, alors les acteurs, ils ont 2 rôles. Ils jouent 2 Souvent, au personnages à théâtre, chaque fois. les Souvent, acteurs incarnent plusieurs là, personnages. je sais pas, il y a un problème avec les acteurs quand même. Je suis triste de dire ça parce que j'adore ce théâtre. Ouais. J'aimerais en dire beaucoup de bien, mais là, les acteurs, celle qui fait le Puck, c'est pas Puck enfin, C'est pas la pièce la plus facile de c'est pas la pièce la plus Shakespeare. facile. On dirait quand même le mime Marceau en 1952. Nous transmettons. Ça m'a rappelé. Les liaisons dangereuses, Ah, ouais. Nathalie Simon. J'ai adoré les Eh oui, liaisons dangereuses. Vous m'avez envoyé Presque. des mails enthousiastes. Oui, oui, J'ai on promis en a qu'on en vu parlerait. tous pas mal, des liaisons dangereuses, des adaptations de la pièce de Chauderlot de Laclos. Et là, c'est une mise en scène et une adaptation d'Arnaud Denis qui revient au théâtre. Il a eu des petits soucis de santé. Et en beauté, il revient ça, pour un coup de maître. Enfin, voilà. Je ne sais pas quoi dire. Tout est magnifique. On retrouve là aussi la langue, parce que son adaptation est plus complète, je pense, que d'autres que j'ai vus. Le texte tourne autour de Valmont et de la marquise de Merteuil, divinement jouée par Delphine Depardieu, franchement qui succède sans rougir à Dominique Blanc. Ah oui. Elle est au sommet de son art, vraiment extraordinaire. Une super actrice. Elle est magnifique. Et puis moi, ça fait peut-être 20 ans que je la vois grandir, évoluer. Oui. Et là, elle est vraiment resplendissante. Valentin de Carbonnière, qui joue Valmont aussi, est excellent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne montre pas simplement la machination du couple, leur manipulation et leur rôle de stratège, mais aussi leurs failles et leurs blessures. Tous deux refusent de céder à leurs sentiments, de reconnaître même qu'ils sont amoureux. Madame de Tourvel pour Valmont et Valmont pour la marquise de Merteuil. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'ils sont mis à nu dans la mise en scène d'Arnaud Denis. C'est excellent. Et c'est à la Il y a rien de Comédie des prochaine. Champs-Élysées. Comment J'y vais la semaine prochaine, je suis bien contente. Ah, c'est magnifique. Et, Un dernier mot, Bernard. Oui, juste sur les classiques, parce qu'on a vu aussi une adaptation, alors là, de l'Avare, au Théâtre du Lucernaire, c'est des sortes de l'école, voilà, c'est une compagnie, une jeune compagnie. Ils ont monté l'Avare. Alors on se disait, tiens, est-ce que des jeunes qui n'ont jamais vu l'Avare, est-ce que c'est bien? Là, l'Avare, ça dure 2h20 à peu près, et là, ça dure 1h15. Donc on sent bien qu'ils ont compressé ça fonctionne assez bien, mais quand même, moi, je me pose la question, jusqu'à quel point on peut réduire une pièce? Est-ce que vraiment on peut, jusqu'à ce point-là, réduire une pièce? Est-ce qu'on en a toute la tout le sel, toute l'essence? Ça peut donner envie d'aller le lire. Ça m'a rappelé. Je dis ça juste là parce que ça m'a rappelé un truc de Woody Allen qui disait: j'ai pris un cours de lecture rapide et j'ai pu lire Guerre et paix en 20 minutes. Ça parle de la Russie. et c'est ce sentiment-là que j'ai eu en voyant cet avare-là. Marin, un dernier mot sur les adaptations Cyrano de classiques. Bergerac est à l'affiche en ce moment. Bah oui. Oui, formidable. Mais oui, alors oui, absolument. C'est amusant que vous disiez formidable parce que la mise en scène, alors là, du coup, il n'y a pas un écart par rapport aux didascalies de l'auteur, si je peux dire, c'est ultra Nous sommes rigoureux. d'accord. Ultra Très rigoureux, simple. très simple, Voilà, parfaitement là. Et ils arrivent, ils sont quoi? Ils sont 10, ils arrivent à 10 à faire... comment dirais-je, cette foule immense dont on a l'impression qu'elle investit constamment la pièce de Rostand. Et donc c'est formidablement bien amplifié, si je peux dire, voilà. Et très très... Enfin, il n'y a rien à dire du point de vue de Rien à dire. Comme Et il y a alors des en larmes, plus, moi je voyais Arnaud de sa mère, je me dis mais c'est un humoriste. Qu'est-ce qui va? J'avais un peu... j'y allais en ayant envie. L'année dernière, Vincent de Dienne, Mais un chapeau de paille formidable. d'Italie, c'était pareil, c'était extraordinaire. Voilà, formidable. Et là, formidable. Et on entend le texte, je dis ça parce que j'ai vu un Cyrano au Français il y a quelque temps qui était... Avec Laurent Lafitte. Épouvantable. Laurent Lafitte n'est pas tellement en cause dans ce que je veux dire. La mise en scène qui était partie. Voilà, la mise en scène était... On n'entendait rien. Tandis que là, on entend tout. La mise en scène est claire.
on entend, parce que cette pièce est magnifique quand même, on entend les morceaux de bravoure, ne pas monter bien haut, mais tout seul. Tout seul, la terre à dîner, les noms-mais, la terre à des noms. Il ne faut pas avoir de préjugés sur les acteurs, finalement. C'est ça, il faut se laisser aller, il faut aller voir. C'est comme Artus, quand même, qui est un formidable acteur. Là, il commence son one-man show. Il faut y aller, hein. Il ne faut pas se dire, ah ben non, c'est un mec qu'on voit à la télé, parce qu'ils peuvent être prodigieux. Et Arnaud de Samer est prodigieux dans le prodigieux. Et il a fait ça, il meurt à la fin, il meurt debout. Ah oui, il meurt debout, exceptionnel. Parce que le dernier mot de la pièce, c'est panache. Oui. Ils sont tous toujours mourants. D'ailleurs, on pleure en général. Et lui, il meurt debout. Et face à la lune, et on sent qu'il a encore de l'énergie. Qui met en scène de faire mourir Cyrano pour la première fois debout. Oui. Et c'est une belle idée, vraiment une belle idée. Et ça paraît moins émouvant que quand les types sont là dans leur fauteuil. Agonisé, mais finalement, je trouve ça encore plus émouvant. C'est parce qu'il est attiré par le rayon de la lune. Oui, il est encore attiré par la lune. Et donc il la joue comme ça plutôt. Il part dans les étoiles. Les gens sont très très contents. Et le théâtre n'était pas plein, mais j'espère qu'il va se remplir. Grâce à vous, il va se remplir. C'est le théâtre Montparnasse-Courrézy. Et puis on a une transition toute faite avec tous ces éloges pour les liaisons dangereuses, Cyrano de Bergerac, pour un petit tour des coups de cœur de chacun, et puis on finira avec les coups de griffe acérés des uns et des autres. Bernard, un premier coup de cœur? Ah oui, j'en ai deux. Non, un premier coup de cœur. Pardon, oui, je suis très obéissant. Eddie Vol, Eddie. C'est un biopic aussi. Hein. Alors, on ne connaît pas ce garçon. C'est un petit garçon, il a 12 ans, il regarde la télévision, il est anglais, c'est en Angleterre, et il voit les Jeux Olympiques d'hiver. Et il se dit, moi, je veux être champion olympique de ski. Son père lui dit, on est maçon de père en fils, tu seras maçon. Et sa mère lui dit, il n'y a pas de neige en Angleterre, il n'y a pas de montagne. Et quand même, il arrive petit à petit, il a un accident. Enfin, donc on suit toute sa vie. Et il finit quand même à faire les Jeux Olympiques de Calgary, en tant qu'il fait la descente, le tremplin olympique. Oui. Ben oui, mais ça c'est fou. Hein. Il commence par 47 mètres, 60 mètres, 90 mètres, et il s'envole. Et ils sont 3. Ils ont fait l'adaptation, ils ont écrit ça. Ils sont que 3. On a l'impression qu'ils sont 14. Ils font tous les rôles. C'est prodigieux. Et c'est aussi Montparnasse. C'est au Petit Montparnasse. Petit Montparnasse. Petit Montparnasse. C'est formidable. Oui. Je suis d'accord avec vous. Moi, je dirais l'usage du monde de Bouvier, parce que il arrive très très bien, ce spectacle. Alors, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas lu l'usage du monde, c'est pas mal, parce qu'il arrive très très bien à rendre l'impression de lecture, c'est-à-dire ce mélange d'égarement, au sens où pendant le voyage on s'égare, et en même temps de racines très fortes qui caractérisent les deux voyageurs, en fait. Donc c'est deux Suisses, en fait, qui se promènent jusqu'en Afghanistan. Bon. Et après en Inde pour l'un. Et après en Inde pour l'un, ils se séparent en Afghanistan, et après il y en a un qui part pour l'Inde. Bon. Et le texte, c'est vraiment ça. Le texte, c'est nous sommes égarés, mais si nous pouvons nous égarer, c'est parce que nous sommes deux bourgeois suisses, quoi. Et avec une voiture italienne. Non, mais c'est vrai. Et donc, on a cette impression de lecture-là, et puis c'est un très très beau texte, émaillé de remarques de voyage. Oui, et il y a ce sont les dessins, en même temps, ce sont les dessins du compagnon de voyage de Ah oui, on sort de là, on a bien voyagé. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est au poche Montparnasse, on l'a dit tout à l'heure. Dominique? Ring. Coup de cœur. Ring? Ring, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les... Voilà, c'est une pièce sur le couple, un couple qui s'aime, qui s'affronte, qui se déteste, qui se... Le couple, quoi. Le couple, quoi, une histoire du couple. Alors, il y a eu beaucoup de pièces sur le couple, hein. Il y en a beaucoup, on en connaît. Mais celle-là, je trouve qu'elle est particulière, d'abord parce qu'elle est découpée en 16 petites scènes, et on a l'impression qu'à chaque fois, ils montent sur le ring, et c'est des rounds. Alors, il y en a un qui se met KO, l'autre tour à tour, comme ça. Et... On sort de cette pièce, on a évidemment ri beaucoup parce que voilà, c'est comme ça, mais c'est caustique, c'est caustique et tendre, en même temps on sent que l'auteur, c'est Léonore Confino, elle est quand même pour le couple, mais voilà, elle a quand même envie de dénoncer. Et on passe une soirée assez joyeuse, très joyeuse. Enfin moi j'ai été assez emballée par cette pièce. Et on n'a pas envie de se marier. Ça tombe bien. Bon, enfin... C'est au Théâtre de l'Œuvre avec Tina Djemba voilà, et Amaury de Crayoncourt. Amaury de Crayoncourt, qui est l'arrière-petit-neveu de Marguerite Yourcenar, comme chacun sait. Oui. Sûr. Bernard. On vient de le dire. Nathalie. Quel menteur. Moi, j'ai vu la nouvelle pièce de Patrick Hautecoeur et de Gérald Sibleras, Mon jour de chance, ça s'appelle, et c'est joué par Guillaume de Tonquedec,
qui est formidable, très très bien entouré. C'est l'histoire d'un homme qui se voit offrir l'occasion de recommencer un moment décisif de sa vie. Enfin, un moment qui a décidé de toute sa vie, suite à un jeu de dés. Il fait partie d'une bande d'amis qui a toujours joué les décisions importantes de leur vie avec au dé, voilà. Et j'en dirai pas plus parce que ce serait dommage. Non, non, non. Et il lui arrive, alors il joue au dé plusieurs fois, et il lui arrive plein de choses. Et on tombe dans l'absurde et le fantastique. Et c'est très drôle parce qu'on voit Guillaume de Tonquédec pris au piège de ses désirs et de la volonté de ses amis, des amis qui l'entourent. Ça se passe dans une maison de campagne. Un week-end, il est venu juste pour un barbecue et des retrouvailles amicales. Et il se retrouve pris dans un engrenage extraordinaire. C'est très bien joué, très bien mis en scène. C'est aussi c'est mis en scène par José Paul. Pour une fois, c'est pas Patrick Hautecoeur ne joue pas dedans, mais il est avantageusement replacé. Voilà. C'est au Théâtre Fontaine. Au Théâtre Fontaine. Vous allez passer un bon moment. Cette pièce, elle est plus profonde et plus fine, plus subtile que la précédente, Berlin. On était pliés de rire tout le temps, du début à la fin. Et ils avaient aussi co-signé Silence on tourne, qui était sur un tournage de film catastrophique. Voilà. Celle-ci, elle est plus fine et plus profonde. Tout en étant drôle. Voilà, je la conseille. Hein. Vous y allez en couple avec un groupe d'amis, vous passez une super soirée. Bernard Babkin, une autre. Mon autre coup de cœur. Deuxième coup de cœur, vous voyez. Au Bélier parisien, The Loop. Formidable. C'était mon coup de cœur aussi. On va en parler. Très bien. Partageons, commencer. Vas-y, raconte un petit peu. Non, vas-y. Je trouve que c'est dommage de... Non, mais on va raconter très peu. Oui. C'est 3 fois la même scène. Voilà, c'est un ovni, c'est une sorte d'ovni théâtral. Donc voilà, il y a plus une séquence qu'une scène. Oui, une séquence assez longue, de 30 minutes. Donc un commissariat dans le Kansas, ou je ne sais plus où, enfin, le Colorado, l'Amérique profonde. Donc il y a le fils du maire. Le fils du maire qui est accusé d'un meurtre, donc il est là, en sorte de garde à vue. Il y a son avocate qui arrive, qui est très énergique. Il y a le policier... Sévéreuse. Oui, il y a le policier qui, lui, a des soucis de couple. Donc on sent que ça machine. Et puis il a une jeune assise, enfin il y a la policière, elle, qui vient avec son vélo et qui a un problème de géranium qui est tombé près de son vélo. Et qui vient d'intégrer la police. Et puis c'est une femme quand même. Donc voilà, est-ce qu'elle va bien pouvoir s'intégrer ou pas? Donc là, cette scène se présente comme ça et ça dure 30 minutes. Et à la fin, enfin je ne dis pas la fin, mais à la fin de cette scène-là, en tout cas, le fils accusé dit de toute façon, il est assez vulgaire. Ça va sonner. Le téléphone va sonner, mon père va venir, etc. Voilà. Et puis après, deuxième scène, c'est la même chose, mais un peu différemment. Je dis juste ça, parce que je ne vous raconte pas la troisième scène, qui est encore différente. Mais la deuxième scène, c'est le policier, il a bu un café très très chaud, ça lui a brûlé la lèvre, et alors il prononce les S comme les F, et alors, du coup, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. C'est gros minet. Et c'est très drôle, et ça s'arrête pareil, d'une demi-heure, et la troisième partie, eh bien, il y a encore un truc qui arrive, qui est phénoménal, et là, c'est de plus en plus déjanté. Et alors, ce qu'il y a de formidable dans cette pièce, c'est pas très grand ce théâtre, hein. Moi, j'étais très très près, on voit les acteurs près comme ça, ils se font pas rire entre eux, parce que c'est dur de résister, hein. Ça doit être jubilatoire de jouer comme ça des trois scènes très différentes, mais avec le même personnage. On sent qu'ils se font pas rire. Il y a certains acteurs qui font rire le public et qui font des clins d'œil au public, on en a vu, et là, ils ne le font pas, et ça, vraiment, cette pièce, pour moi, c'est le grand 8 de l'humour. Et il y a un pic de rire, d'hilarité, grâce à Juliette Damy, la jeune policière, qui a un numéro extraordinaire pour une comédienne qui sort, enfin qui pète les plombs, on va dire, qui sort de ses gonds. Là elle devient folle. On ne dit pas pourquoi, c'est dommage, mais je trouve qu'au cas où on en doutait, elle est très timide, elle devient la reine du kung-fu. Et alors là, on se demande pourquoi. C'est excellent. Et alors, il vaut mieux réserver. Oui, il y a toujours la queue. Mais ce théâtre, le théâtre des Béliers, est quand même tout le temps plein et il y a une programmation qui est régulièrement exceptionnelle. Et avant, il joue Big Mother, qui est une reprise. Et voilà, et c'est archi plein aussi. Ce théâtre, c'est un théâtre magique. Hein. Mais parce qu'ils essayent aussi à Avignon, The Loop, ils l'ont créé, le test, ils le créent. Oui, parce que dans le même théâtre, il y a le Bélier Avignon, et c'est le fils de et donc, ils voient ce qui marche. Arthur Junio. Arthur Junio. Oui, voilà. Et ce qui ne marche pas. Et là, moi, je l'ai vu à Avignon.
Et j'ai eu du mal à avoir une place. Je me souviens que c'était... Et c'est une petite salle comme à... Oui, comme petite à Paris. salle. Et c'est que la deuxième pièce, pardon Dominique, de Robin Goupil qui avait fait Nos Limites, qui était imprégnée un peu de... Vous savez tout, Nathalie. Non, C'est incroyable. Votre érudition théâtrale est très impressionnante. Non, c'est le fils de son père ou pas? Du tout, ils sont pas parents. Pas du tout, il n'y a aucune relation, parce que j'ai cherché aucun lien de famille. Non, pas du tout. Quand on s'appelle Romain, on n'appelle pas son fils Robin, ou alors... Si, peut-être. Ah si? Non. Ah non. Il a une petite trentaine, je trouve qu'il a vraiment une écriture et un univers à lui. Ah oui, vraiment. Et les béliers parisiens ont vraiment le talent pour dénicher comme ça oui. des auteurs qui sont... Et des pièces après qui transportent, qui peuvent transporter, si elles marchent bien, ce qui est souvent le cas, qui transportent au Splendide, puisqu'ils sont un peu la même direction. Nos Limites, c'était joué la même au famille. Splendide. Moi, j'avais moins aimé Nos Limites. C'est pour ça que Moi j'étais aussi. très surprise par The Loop, parce que là, je suis sortie... on me l'avait bien vendu, mais... Mais il y avait H.R. Leff l'année dernière, la vie de ce peintre. Ah oui, c'est extraordinaire. Oui. Ils sont quand même un peu portés sur les États-Unis, mais je trouve qu'ils francisent ça, ils rendent ça intéressant pour un public français qui n'est pas forcément... Et là, on est prêt à rembourser quelqu'un qui ne rit pas une seule fois pendant le spectacle. Hein. Ah oui. Ça, c'est impossible. Hein. C'est vrai. Un autre coup de cœur, Dominique? Non, ça va, mais moi, c'était... Alors, non, mais très bien. Deux coups de Coup de cœur. griffe, oui. Enfin, Ça, c'est un coup de griffe. Énervons-nous un petit peu. Allez, lâchez-vous. Non, mais il y aura après, 5 minutes pour tabasser ce qu'on a C'est pas aimé. difficile après tous ces éloges parce que ça fait vraiment aigri de dire. Mais et puis en plus c'est difficile de dire. Le sens que si on est aussi critique. Non, il y a Aïe que je n'ai pas du tout aimé. Aïe comme Aïe. J'ai beaucoup aimé. Ah bon? Ah bah formidable. Ah bah ça c'est bien voilà. Non, moi j'ai trouvé que les acteurs étaient bons, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Les acteurs sont excellents, mais le scénario est très 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 ennuyeux. Enfin c'est vraiment pour moi c'est du sous-Michalik ou du sous-Fuenquinos, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'injonction à communier avec les sentiments qui s'expriment dans la pièce, qui sont des sentiments liés à la difficulté de vivre en couple dans un milieu urbain, à la difficulté d'avoir une mère qui perd la mémoire, enfin une grand-mère en l'occurrence qui perd la mémoire, etc. Et en fait, on a l'impression d'une sorte d'empilement de lasagne de bons sentiments qui se constitue pendant la pièce. Et avec des détails de mise en scène qui, pour moi, sont crucifiants, mais peut-être pas pour tout le monde, et qui, pour moi, relèvent vraiment de la visite chez Ikea, quoi. C'est-à-dire un bureau chambre d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a les enfants avec leurs trucs, et puis il y a le bureau où télétravaille le mari. Et des trucs comme ça qui, en fait, mettent mal à l'aise parce que c'est tellement, comment dirais-je, quotidien tellement quotidien et tellement banal qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de scène. Mais c'est vrai, on ne sait pas pourquoi ils nous racontent ça. Je me suis dit, mais pourquoi on nous raconte ça? Je ne comprenais pas. Pourquoi vous êtes d'accord avec moi? de la famille? Mais non, mais je ne me suis pas attachée du tout non plus. Moi, je suis comme marin, je me suis pas... J'ai aimé le décor. Ah oui. Un décor. Belle toile peinte. Qui sont assez jolies. Très jolies. Ça s'arrête là. Oui. Mais franchement, je me suis dit, mais pourquoi on nous raconte cette histoire? Et Isabelle de Montand dans le rôle de la grand-mère qui a la mémoire Oui, elle blanche, joue je très trouvais bien. assez Pas de problème. Ah oui, mais je ne mets pas Ils les étaient comédiens très en cause. Et là, je m'interroge sur le texte. Oui. Qui pour moi, encore une fois, c'est du sous-Fuenquinos ou du sous-Michalik. On avait dit plein de bien du théâtre Non, mais Montparnasse, on peut faire des réserves sur leur programmation. C'est pas méchant, on s'interroge. Je sens que vous êtes plus méchante pour votre coup de griffe, Dominique. C'est-à-dire que je me suis beaucoup interrogée aussi en allant voir La Famille. Théâtre Édouard VII. De Monsieur Benchetri. La grande pièce de la rentrée. Soi-disant. La grande. Dont tous les grands médias parlent. Mais franchement, il n'y a rien dans cette pièce. Voilà. Il y a un papa et une maman. Il y a un casting. Il y a François-Xavier de Maison, alors, Patrick à part le casting, voilà. Un papa et une maman, c'est bien, c'est naturel. Non, il y a Jonas. Michel Jonas, Bernardo. Michel Jonas et Bernardo, merci. Jonas, c'est formidable. Qui ont deux fils qui ne s'aiment pas. À ma gauche, François-Xavier de Maison, et à ma droite, Patrick Timsit. Ouais. Il y en a un des deux qui a une femme. Voilà. Et ces deux-là, les papas et la maman, attendent les deux fils qui ne s'aiment pas. Et il y en a un qui a quelque chose à demander à l'autre. De l'argent? Non, pas du tout. On peut le dire ou pas? Non, on ne dit pas. Ils demandent quelque chose, ils règlent leur compte. Voilà, et ils règlent leur compte. Mais en fait, c'est une pièce. Ça va pas loin. Non, ça va pas loin.
moi, j'étais moins énervé, mais c'est Mais une non, pièce... parce qu'il a pu Pardon. écrire dans le temps des pièces pas mal, Ben Chetrit, mais là, franchement, il a rien fichu. C'est une pièce flemmarde, vraiment. On sent Voilà. que vraiment, Tiens, c'est tu dis une pièce comme- flemmarde. tu dis comme moi, Il a eu une bonne élégamment. idée de départ, qu'on Ouais. ne va pas révéler, et après, il tire le truc. Les acteurs jouent très lentement pour que la pièce puisse durer une heure des 20. heures à Oui, donner il tire sa à la ligne. réplique, Et on il a tire à la l'impression ligne, que vraiment, c'est comme, voilà, comme, il y a Il des faut- silences Il a qui fait du sont... cinéma, c'est pour comme ça. des mauvais journalistes Oh. qu'on C'est un problème de rythme, Ouais. en fait, ce que vous voulez dire. Oui. Alors Il y a- ça dure 1h30, mais en fait, je suis sûre que sur le papier, ça fait 1 heure quand on joue normalement. Alors on se dit quand même, Édouard VII, au prix où sont les places, quand même, ça va. Alors on étire le truc. Et il faut on quand même, étire. c'est vrai, dire qu'au théâtre Édouard VII, ils ont transformé tout l'orchestre en carré d'or et que c'est très cher. C'est cher, c'est Et aussi les gens cher qu'une applaudissent comédie bien musicale. fort parce qu'ils ont vu leur idole, hein, leurs idoles, sans doute. Pourquoi Je pas, ne sais pas ce qu'on applaudit parce que la mise en scène est 0 + 0 quand même aussi, c'est pareil. Hein. Ben Chetrit, c'est pas plus bilé avec son stylo qu'en dirigeant ses comédiens. Non, mais je trouve ça triste parce que Ben Chetrit, on a vu des choses bien de Oui, lui. oui, oui. Et Mais- là, on a l'impression que depuis 2 fois, plus ça va, moins ça va. Voilà. On Moi, a je ne vu- l'ai pas vu, je l'ai lu, et j'avais lu Ça vous a Lapin, suffi. et puis non, mais je trouvais qu'elle était meilleure à la lecture Ouais. que Mais ça Lapin, sert à et la Ah oui. précédente avec... Ah oui, avec Arditi. Vanessa- non, avec non, sa celle femme. d'avant, Maman. Maman, Maman. voilà. Oui. Ouais. Voilà. Et votre coup Avec de sa griffe à femme. vous, alors, Nathalie Simon? Mais moi, j'ai pas de... Mais de essayez coup de essayez griffe. d'être méchant pour Mais une fois dans comme votre vous vie. avez beaucoup parlé de... Oh là. Aïe, ouais. Et vous avez comme vous avez beaucoup parlé de la petite pièce Samuel Labarthe, là, moi, je l'ai vu au début, parce que c'est la deuxième année ça fait la deuxième saison qu'il revient. Et franchement, je l'ai vu au début et je l'ai trouvé très mauvais. Il trébuchait sur les mots, on ne connaissait pas son texte. Et j'étais très déçue parce que j'avais retrouvé un papier que j'avais fait il y a peut-être 15 ans. Il avait joué une pièce d'Horowitz avec Lynn Renaud au Théâtre Marigny Ah oui, il y au a Marigny. longtemps. Ah oui, il y Et a j'avais longtemps. écrit c'est l'un des meilleurs comédiens de sa génération. Hein. Et quand je l'ai vu là, au Petit Montparnasse, s'emparer du texte de Nicolas Bouffon, j'ai été très déçue. Voilà, c'est ça mon petit coup de griffe. Je crois qu'il y a une petite... C'est peut-être... Je pense que c'est peut-être... amélioré. Et c'est peut-être lié à quand il a commencé, dans mon souvenir, c'était au moment de la disparition de Philippe Tesson. Oui, c'est Et vrai. c'était au Poche Montparnasse. Je pense C'était très ému. que, comme tous les comédiens de Poche Montparnasse, il était vraiment très affecté par la disparition de Oui. Philippe, ce qui explique peut-être On dira son... ça. voilà. Moi, je l'ai Il y avait aussi vu, des je l'ai vu problèmes à ce, techniques, non Oui, oui, je l'ai non, vu non. à ce moment-là, et il était très nerveux aussi. On sentait qu'il était un peu angoissé. Et est arrivé une chose qui arrive très très souvent au théâtre. Les gens n'avaient pas fermé leur portable, ça a sonné, il a arrêté la représentation pour engueuler ces Ah oui, vieilles je vous personnes Pourquoi Bon, on a- vieille on a parce qu'ils raté- étaient vieux. On a raté le coup de griffe de Nathalie Simon, ça sera pour une prochaine Alors, fois. moi, j'ai pas de coup de griffe. Non, ben non, c'est terminé. C'est Bernard. horrible. Bernard, vous avez... Il est frustré. Je suis Mais déçu. vous reviendrez, vous inquiétez pas. Merci à tous les cas, Dominique Poncet, Marine Viry, Bernard Baptine Le Bavard et Nathalie Simon. C'en est terminé de ce club Le Figaro Culture au théâtre. La semaine prochaine, on parlera de cinéma. Et on parlera de cinéma et aussi de biopic, puisque au cinéma aussi, c'est la mode des films biographiques. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.